Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Le 7 avril 2020, le Rwanda commémorera le 26e anniversaire du génocide des Tutsis. Depuis 20 ans, ce pays est dirigé et de main de maître par un homme à la fois clivant et fascinant. Il s'appelle Paul Kagame. Il dit ne pas se préoccuper de ce qu'on pense et de ce qu'on dit de lui. Il n'a qu'un seul objectif, développer son pays et réconcilier ses compatriotes. Mais les critiques fusent de plus en plus. Son opposition, du moins ce qui en reste, dénonce sa gouvernance et relativise son bilan. Mais quelle est la réalité? Comment se porte véritablement le Rwanda sous le président Paul Kagame? Le Rwanda est-il un modèle? Peut-on, doit-on s'en inspirer? 3 invités. Avec moi pour en parler, Jean-Marie Ndigijima. Vous êtes ancien ministre rwandais des Affaires étrangères, ancien ambassadeur. Vous avez été, entre autres, ambassadeur du Rwanda en France de 90 à 94, année du début du génocide que votre pays a connu. Quand on parle de décollage économique de votre pays, le Rwanda, vous répondez chimère. Et là, vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Jean-Noé Mwizerwa, vous êtes vous juriste, grand soutien du pouvoir rwandais, grand soutien du président Paul Kagame, dont vous vantez à la fois la gouvernance et le bilan. On en parle davantage au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Kewin Maizo, journaliste, analyste politique, vous êtes de la RDC. La précision vaut la peine dans cette émission puisque le Rwanda est votre voisin. Quels sont les rapports? Quel est le leadership du président Paul Kagame dans la région des Grands Lacs? On en parle également au cours de cette émission. Merci. Kevin Maizo d'avoir accepté notre invitation. 4e pays le moins corrompu de l'Afrique. Un taux de croissance soutenu de 7,5 depuis presque 20 ans. L'école gratuite pour tous les enfants. Couverture maladie universelle pour tous les Rwandais contre seulement 100 francs rwandais. Seulement voilà, les statistiques du pays sont de plus en plus contestées et la gouvernance de l'homme fortement critiquée. C'est un sujet de notre rédaction de Dakar, signé Victoria Seji. Pour certains, il inspire et rassure, mais pour d'autres, il faut s'en méfier. Paul Kagame, président du Rwanda depuis son maître 88, incarne pourtant le renouveau rwandais. Au pouvoir depuis 2000, soit 6 ans après le génocide de 1994, Paul Kagame travaille à redorer l'image du pays. Après le massacre qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, dont des Tutsis pour la majorité, le président Paul Kagame, lui-même Tutsi, n'a jamais cessé d'appeler à l'unité. Un discours chaque fois renouvelé qui se veut rassurant pour l'avenir du pays. Il fallait le faire et surtout il fallait être Paul Kagame pour envisager les choses sous cet angle-là et surtout réussir à redonner espoir à ce peuple qui venait de connaître un véritable traumatisme. Il est d'une certaine manière parvenu, mais en essayant de reconstruire un Rwanda nouveau. En 20 ans d'exercice de Paul Kagame, réélu démocratiquement 3 fois, le pays des 1000 collines a profondément changé. Sous son leadership, le Rwanda reverdit, se reconstruit. Son engagement constant et sans faille pour la protection de l'environnement et des femmes fait la fierté de l'Afrique. Le Rwanda est un pays propre où 67,5% de femmes sont députées. C'est inédit sur le continent. Paul Kagame, qui force alors le respect, est perçu comme une figure emblématique d'une Afrique qui se respecte et va progresser. En 2003, l'adoption d'une nouvelle constitution prônant la séparation des pouvoirs avait déjà été salué par la communauté internationale. Que Paul Kagame est venu avec un leadership qui est reconnu notamment au niveau international, mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui se comporte en quasi-dictateur. Au niveau sous-régional, notamment des Grands Lacs, il a une prédation assez importante sur les richesses de la RDC. On connaît les conditions dans lesquelles il est avec ses voisins, notamment le Burundi ou encore l'Ouganda, même s'ils essaient de trouver des portes de sortie. Il a effacé toute opposition et au niveau régional, il veut étendre
en fait un grand Rwanda qui empiété sur ses voisins. Malgré quelques critiques, de nombreux défis et des rapports diplomatiques instables avec ses voisins, le président Paul Kagame a fait de l'unité nationale l'ultime pilier de la relance économique du Rwanda. Paul Kagame est de plus en plus cité en exemple. Sa rigueur a permis, entre autres pays, de conserver depuis 2011 le 4e rang des pays les moins corrompus d'Afrique selon Transparency International. Avec un taux de croissance de 8,1% attendu, le Rwanda devrait être le champion de la croissance africaine en 2020, d'après la Banque mondiale. En octobre 2019, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a déclaré vouloir s'inspirer du modèle rwandais pour bâtir une Centrafrique forte, unie et prospère. Le décor est planté. Monsieur le ministre, nous sommes en juillet 2017. Le Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique publie son rapport et on voit le Rwanda à la 7e place en Afrique au sud du Sahara, première place en Afrique de l'Est et 117e au plan mondial. Et vous relativisez, vous faites partie de ceux qui relativisent les résultats, les performances du Rwanda. Vous savez, moi je ne suis pas un économiste au sens où certains le disent. C'est ça. Je suis plutôt un observateur. Quand on parle de développement, je vois ce qui se passe sur les collines, même si je ne suis pas, mais j'apprends tous les jours ce qui se passe vraiment sur les collines du Rwanda et dans les villes du Rwanda. La réalité quotidienne du Rwanda. La réalité quotidienne, c'est une pauvreté absolue. Mais nous avons un système que certains qualifieraient de bling-bling. On prend des choses visibles par les étrangers, qui généralement d'ailleurs ne voient que Kigali, la capitale. Quand on vous parle de propreté, on ne va pas vous montrer les maisons autour de Kigali, où vivent des pauvres, mais alors des pauvres, des plus pauvres, et notamment ceux pour qui le gouvernement a nettoyé les maisons. Parce que ça se fait régulièrement. On casse les maisons des pauvres, surtout quand il y a des événements qui se préparent. Le futur sommet du Commonwealth arrive bientôt. Oui. Eh bien, ils sont en train de détruire les maisons des pauvres dans la capitale pour que ces gens-là disparaissent. Donc, pour moi, un développement sans sécurité de la population, alimentaire et autres, c'est pas un développement, c'est du bling-bling. D'ailleurs, il y a par ailleurs, à côté de ce rapport, il y a d'autres rapports qui vous disent que tous les chiffres, toutes les statistiques économiques, on reviendra effectivement en détail sur un certain nombre de publications qui sont contraires aux chiffres que nous avançons ici, même si ça peut paraître étonnant. Mais avant, très rapidement, Monsieur Mizeroa, que répondez-vous à Monsieur l'ambassadeur, à l'ancien ministre qui relativise les performances de votre pays? Nous reviendrons tout à l'heure et plus en détail sur la gouvernance de l'homme en tant que tel. Pour moi, dans ce que Monsieur le ministre vient de dire, il y a pas mal d'inepties. Étant donné que, je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'il n'est pas allé au Rwanda, ça doit faire... Mais il a la famille au Rwanda. Oui. Mais moi, j'y vais très régulièrement, je vois les choses concrètement. Il nous parle de ces quartiers qui sont rasés, dans lesquels on expulse les personnes qui ont le plus des difficultés. Cependant, il ne nous dit pas les constructions qui sont faites pour ces mêmes personnes de façon beaucoup plus salubre, alors que ces derniers vivaient dans ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des taudis. Ouais. Donc, on voit que ces gens qui vivaient dans des taudis sont relogés dans des immeubles. C'est juste que monsieur le ministre ne veut pas faire l'effort d'aller vérifier certaines informations. Il filtre les informations et prend ce qui le plaît le plus. Mais voilà, concrètement, on voit très bien, même dans les images que vous venez de donner, que les bâtiments, les infrastructures de Kigali ne sont pas en carton. On voit que les étrangers du monde entier viennent à Kigali et repartent avec un émerveillement qui diffuse autour des leurs. Donc concrètement, je ne sais pas comment on peut donner de l'intérêt à ce que Monsieur le ministre vient de nous dire. Alors, si vous avez de la peine à donner de l'intérêt à ce que dit Monsieur le ministre Jean-Noé Mizeroa, Financial Times, ce n'est pas n'importe quoi, Financial Times, qui dit très clairement que depuis 2015, on nous trompe sur les chiffres au Rwanda, on nous trompe sur les statistiques au Rwanda, on nous trompe sur les performances économiques du Rwanda.
Mais il faudrait que Financial Times s'accorde avec la Banque mondiale, étant donné que dans l'interview que vous venez de diffuser, ce n'était pas le Rwanda qui donnait les chiffres, hein. C'était la Banque mondiale. Vous avez tout à fait raison. C'était la Banque mondiale. Vous avez tout à fait raison. Les pressions et les jeux d'intérêt entre les organisations internationales sont connus. Concrètement, si on veut dire que le Rwanda bidonne, la Banque mondiale bidonne, Transparency International aussi bidonne. Bon, Kevin Maïzo, il dit quelque chose, M. Uizewa, de très intéressant. Comment se fait-il que le FMI et la Banque mondiale puissent se rendre coupables ou complices, en tout cas, de cette falsification des statistiques rwandaises? La réponse est toute simple. C'est la même Banque mondiale qui a prétendu que le Rwanda était le premier producteur de coltan qui n'a pas su son sol. Exactement. Et je vous informe que l'économiste en chef vient de démissionner à cause de cette histoire où on bidoue des choses à la Banque mondiale. Dernièrement, l'argent qu'on donne au Rwanda, 15% du budget du Rwanda, 150 millions disparaissent dans des paradis fiscaux. On a failli étouffer les rapports. Lorsque les rapports sont sortis dans la presse... Je vous laisse la paternité de... Non, c'est pas la paternité, c'est dans toute la presse. C'est dans la presse. Ça, c'est officiel. C'est dans toutes les... 15% des prêts alloués au Rwanda disparaissent dans les canaux fiscaux. C'est sorti dans les canaux des paradis fiscaux. Des inepties. Non, c'est sorti pour beaucoup de pays africains. Et pour le Rwanda, qui reçoit 15% des lettres, un des pays qui détourne le plus, je vous dis, 150 millions de dollars disparaissent dans les paradis fiscaux. Et c'est la même Banque mondiale qui a dit que le Rwanda était un premier producteur de coltan. Qu'on nous dise, oui, ça se trouve où au Rwanda les coltans? Le Rwanda a prétendu qu'il exporte au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à peu près, ça se joue à 10 kilos près. 2300. Bon, attendez. 2300 Kevin Maïzo, avant que vous n'avanciez, très rapidement, oui. Vous êtes allé au Rwanda, vous avez une idée précise de la richesse du sous-sol rwandais. Qu'est-ce qui fonde votre doute en tant que chercheur, oui. Il suffit de consulter les cartes. Il y a une carte que l'ONU a sortie, je crois que c'est la carte du millénaire, je ne sais pas comment ça s'appelle la carte, où on voit les richesses de tous les pays. Je vous parlais toujours de cette histoire de bidouillage des statistiques. Le Rwanda prétend avoir exporté 2300 kilos d'or, oui. Mais l'Émirat arabe uni dit que le Rwanda a importé du Rwanda 18 000 kilos d'or. Qu'on nous explique, l'or du Rwanda se trouve où? Quand on dit qu'on rase les maisons, il y a un débat à l'ONU en Suisse sur des jeunes, des enfants de la rue qui sont ramassés dans la rue, enfermés dans des conditions... Alors, quand on pose la question, excusez-moi d'utiliser cette image, quand on parle devant un tribunal de crime, oui. On pose à qui profite le crime. C'est-à-dire, dans ce cas, quel est l'intérêt qu'aurait la Banque mondiale et le FMI à mentir sur les statistiques? La réponse est toute simple. Tout est simple. Le Rwanda, oui. C'est de la communication. Derrière le Rwanda se trouvent des puissances anglo-saxonnes, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Je vous signale que Tony Blair est un conseiller gratuit du gouvernement rwandais. Et les Américains comme il conseille d'autres chefs d'État aussi. Oui, les Américains contrôlent la Banque mondiale. C'est eux, les anglo-saxons en général, oui. C'est eux qui gèrent la communication du Rwanda. Les statistiques sont bidouillées. L'affaire du Congo, qui est vraiment une catastrophe, il y a une communication qui n'est pas réelle. Les pauvres sont cachés. Il y a eu un reportage de vos confrères de CNN où on dit que le Rwanda est un pays extrêmement pauvre où la population vit atterrée. Et je vais chuter. Lorsqu'on dit qu'on a construit des choses au Rwanda, vous avez déjà été en Guinée équatoriale? Vous avez déjà été au Congo-Brazzaville? Je suis allé à Malabo. Voilà. Vous avez vu les constructions? Vous avez vu les constructions à Dakar? Vous avez vu les constructions au Congo-Brazzaville? Vous avez vu les constructions à Libreville? Vous avez vu? Vous voulez voir venir Kevin Maïzo? Non, mais on veut nous faire croire que c'est les Rwandais qui construisent quelque chose. Alors attention. Kevin Maïzo, c'est très important de rappeler le contexte historique dans lequel on se trouve. On est en train de parler d'un pays qui a connu la tragédie du XXe siècle. La plus grande tragédie du XXe siècle. Qui a vu décimer une bonne partie de sa population. Il n'y a pas encore d'exemple de pays, effectivement, qui a réussi la reconstruction. En tout cas, je ne sais pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes qui le disent. Donc, c'est important de replacer le débat dans ce contexte. Très rapidement, M. Uizer. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ça, parce que vous avez dit deux choses. Il n'y a pas d'autres pays que je voulais relever qui a pu remonter. Non, ce n'est pas vrai.
le Rwanda ne pouvait pas tomber plus bas. C'est toujours l'argument que monsieur le ministre sort depuis plus de 20 ans. Il allait me donner ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps pour vous aurez tout le temps. Vous avez pris la parole après moi. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Oui. Moi, je veux dire deux choses. Le Rwanda, que j'ai vu en 1994, juste après le génocide, fin juillet, il ne pouvait pas tomber plus bas. C'est pas possible. Tout était détruit. Vous dites que le Rwanda n'est pas le seul exemple sur le continent. Il y a un autre pays sur le continent qui a connu la même chose. À côté, l'Ouganda d'Idi Amin, Museveni est parvenu à l'Ouganda n'a pas connu de génocide jusqu'à présent. Mais je vais relever. Déjà, au début de l'émission, vous avez parlé. Au début de l'émission, vous avez parlé du génocide des Tutsis. Oui, on reviendra sur cette question. On reviendra dans la deuxième. 500 000 Hutus qui sont morts. On reviendra effectivement dans la deuxième partie de cette. Et c'était une guerre civile, une guerre de conquête du pouvoir. Un autre élément que je. Allez-y très rapidement. Peut-être qu'on va y revenir. Oui, bien sûr. Au début de l'émission, vous avez dit l'opposition ou ce qu'il en reste. Ça veut dire beaucoup. Oui. Où est passée cette opposition? L'opposition, elle est en prison. Elle a été assassinée. Nombreux ont rejoint les rangs étant donné qu'ils ont vu la concrétisation. Bien sûr. Non, on peut dire des choses. Combien d'élections présidentielles il y a eu depuis que le président Kagame est au pouvoir? Et à chaque élection présidentielle, ceux des candidats sérieux qui menacent son pouvoir sont mis en prison. Il n'y a pas une seule élection qui n'a pas ça nous amène effectivement à poser un regard sur la gouvernance de l'homme. Je reviendrai tout à l'heure à vous, effectivement, et notamment sur la question des libertés. Quand ils ne sont pas assassinés, ils sont en prison, aujourd'hui encore. Et du respect des droits de l'homme dans votre pays. Très rapidement, M. Wizeroy, deux questions, très rapidement. C'est quoi aujourd'hui le modèle rwandais? Tout d'abord, c'est un opposant, il n'a ni été assassiné, ni été en prison. Donc, parce que je suis parti. Voilà, et monsieur nous parle aussi de l'histoire du coltan, etc. Mais je tiens à souligner que la Suisse n'a pas d'or dans ses terres. Et pourtant, on sait que la Suisse elle-même produit des lingots à multitude sur le continent européen. Mais Glencore explique d'où vient l'or de la Suisse. Glencore ne ment pas. Le Rwanda est d'acheter pour ensuite exporter. Bon, bref. Non, Glencore ne ment pas. Glencore explique clairement d'où vient l'or de la Suisse. Ah, mais ce qui dit intéressant. Je peux très bien acheter normalement et légalement de l'or congolais que je réexporte. C'est ce qu'il dit. Ne, c'est pas le cas, en fait. Bon, d'accord, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On reviendra sur cette question. C'est quoi le modèle rwandais aujourd'hui? J'ai rappelé, effectivement, nous l'avons vu dans l'élément, le président centrafricain, Faustin Touadéra, a dit « Je veux m'inspirer du Rwanda pour faire de la Centrafrique une nation forte ». Ça veut dire quoi, le modèle rwandais aujourd'hui? Quelle compréhension en avez-vous? Comment conceptualiser ça? Le modèle rwandais est un modèle inclusif, dans lequel depuis plusieurs années, on essaye de regrouper toutes les strates de la société pour pouvoir avancer. On parle d'un pays qui n'est pas démocratique. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, on a opté pour le consensus. Un consensus, c'est-à-dire que si on apporte des critiques qui permettent justement d'avancer, on les prend et on avance ensemble. Et là, on se suicide comme Mihigo. Mais quand... qui apprécie l'utilité des critiques? C'est ça, c'est ça le vrai problème. Le nœud de la question de la démocratie, c'est ça. Qui est le maître qui apprécie? Et d'autre part, aussi, on a constaté qu'après le génocide, la majorité de la population était des femmes. Raison pour laquelle, à l'heure actuelle, le pays fait partie des premiers pays en termes de parité. L'élément que vous étiez en train de nous montrer, on voyait que plus de 67% des députés étaient des femmes. On voyait aussi, on ne le voyait pas, mais 40% à peu près des portefeuilles au Rwanda, portefeuilles ministériels, j'entends bien, sont distribués à des femmes. Vous voyez qu'il y a une certaine inclusivité qui permet justement... Une économie inclusive, une économie, un développement fondé sur le genre, vous voulez dire? Oui, et avec une vision. Avec une vision. Depuis très longtemps, on avait déjà la vision 2020. Ensuite, on passe à une autre vision. 2030. Exactement. 50. Et 50 par la suite. Donc, on voit que c'est un modèle qui sait où il veut aller. Même le président Sarkozy,
président français, qui n'est pas africain, oui. lui-même disait qu'il avait quand même une certaine admiration pour le président Paul Kagame, parce que ça forçait le respect de voir un homme avec une telle vision. Mais il avait dit qu'il devait aussi partager les richesses du Congo avec les Rwandais. Je propose qu'on va... Effectivement, on reviendra sur la question. Ce qu'il dit, excusez-moi de relever, il y a des gens qui n'ont pas de vision. On peut critiquer sa gouvernance. Oui, mais quand on a des visions vers son voisin pour aller piller son voisin, ça, ce n'est pas une bonne vision. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.